Ton téléphone peut amener des hommes sur la Lune, 120 millions de fois plus puissant que l'AGC, l'ordinateur qui a piloté la mission Apollo 11. Des centaines de millions d'investissements, et 20 ans après, tout le monde avait une Game Boy 2 fois plus puissante. En 50 ans, l'innovation semble avoir été exceptionnelle, mais plusieurs fois, on s'est pris des murs. Des problèmes qu'on pensait infranchissables et qui auraient bien pu bloquer à jamais l'informatique. Alors, imaginons que vous retourniez à la préhistoire. Que faudrait-il réinventer pour installer Windows dans votre caverne ? Créons une machine à calculer. Quand tu lances Minecraft et que tu génères un monde, voilà le calcul que ton ordinateur doit faire. Il n'y a rien de magique à manipuler des 0 et des 1 qui deviennent un héros qui peut construire des maisons. Ce sont juste des milliers d'algorithmes qui te donnent l'impression que ce monde existe, retransmis sur les millions de petites lumières de ton écran. Le tout premier date de 4000 ans. Les architectes babyloniens ont un problème. Comment connaître la longueur d'un seul côté d'une surface ? Par exemple, t'as une salle avec un sol composé de 16 carreaux. De combien tu en as besoin si tu veux en mettre sur un côté ? On fait une approximation de tête, disons 6. Puis on fait ce calcul. Le 6, c'est l'estimation qu'on a fait. On a 0,6875, puis on répète avec les nouveaux chiffres pour arriver au résultat à 4. C'est le concept de racine carrée. À cette époque, on tâtonne, on répète plusieurs fois la même formule, bref, c'est pas optimal. D'autres méthodes suivront, celles d'Euclide, d'Archimède, toutes vont traverser l'histoire, gravées dans la pierre. Sans ça, pas de civilisation avancée. Après, on faisait tout de tête, c'était lent. Alors Blaise Pascal se demande si on peut pas plutôt utiliser un engin pour le faire à notre place. Il invente la première machine à calculer en 1642, la Pascaline. Additionner, soustraire et c'est tout. Aujourd'hui, ça paraît basique, mais ça inspire des tas de gens malgré l'échec commercial total. La cause, son prix. Il essaye de faire une version plus simple et accessible, mais il arrête tout après un accident de carrosse qui lui fait perdre la tête. Grâce à lui, on a eu la réplica en 1673, capable de multiplier et de diviser, puis l'arithmomètre en 1820 pour calculer des racines carrées avec une méthode différente de celle des Babyloniens. En parallèle se déroule une révolte. Les machines vont nous remplacer. Et non, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais du premier système programmable, le métier à tisser de Jacquard. En 1801, il propose aux usines sa nouvelle invention, créant toute seule des motifs complexes. Plus besoin de plusieurs employés, mais un seul. Les économies sont énormes. Ça repose sur des cartes perforées. Il suffit de faire des trous pour avoir des motifs. Son but est de diminuer le travail des enfants, la main-d'œuvre pas chère à cette époque. Un carton. En 1812, on en retrouve plus de 11 000 dans toute la France. Problème, les employés sont mécontents. De peur de se faire remplacer, ils détruisent l'équipement. Malgré ça, c'est une avancée majeure pour l'informatique. On a un outil pour lire des instructions et les stocker. Ce sera un pilier utilisé par Charles Babbage, un mathématicien qui va donc inventer le tout premier ordinateur 2 fois, ouais, rien que ça. On est en 1830, l'Angleterre s'industrialise, tout va trop vite, se complexifie. Il construit d'abord la machine à différence. Il sait que les comptables doivent faire de plus en plus de calculs complexes et veut minimiser l'erreur humaine. Oui, on a déjà des calculatrices, mais elles sont trop lentes et basiques. Le but de Babbage, c'est d'en faire une boostée. On garde les opérations de base, et on y ajoute table mathématiques, trigonométrie, des fonctions super avancées. La Grande-Bretagne décide de le financer, mais il l'abandonne en cours de route. Parce qu'il y voit un gros problème, le calcul est perdu après une opération. On doit tout recoder à chaque lancement. Et si on créait plutôt un stockage qui garderait les informations pour réutiliser les résultats ? Mais ça va être extrêmement complexe ça. Obligé de travailler sur 2 projets en même temps, les banques le lâchent. Et malgré ça, toute sa vie, il restera obsédé par l'idée de réaliser la machine analytique, qui ne sera jamais construite. Dedans, on a quasiment tous les composants d'un ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le mec était un visionnaire. Après, il y avait quand même un gros problème. Dans son appareil, Babbage ne peut donner que des nombres et doit lui dicter exactement les étapes à faire. Toi, si tu veux vider la corbeille sur ton ordinateur, c'est simple. Tu cliques et ton PC va aller chercher chaque élément qui est dedans pour le supprimer. Sur la machine analytique, tu dois compter toi-même un par un tes fichiers pour donner ce nombre à un algorithme qui va les supprimer. Une galère. Non, ce qu'on veut, c'est répéter l'opération d'effacer un fichier tant que ta poubelle n'est pas vide. Pour ça, il faudra inventer les boucles conditionnelles. L'idée révolutionnaire d'Ada Lovelace, la première programmeuse de l'histoire en 1843. Dans ses notes, elle parle d'une machine universelle avec des possibilités quasi infinies. Ce calculateur sera créé en 1930, la machine de Turing. Un immense ruban rempli de cases sur lesquelles tu peux écrire ou lire. Maintenant, on te donne une suite d'opérations, un algorithme. Ça peut être simple, comme avance d'une case puis écrit un 0, mais aussi plus complexe, si bien qu'avec suffisamment d'instructions, on peut effectuer n'importe quelle tâche. Dessiner un cercle, résoudre un problème mathématique, ou même jouer à Minecraft. Une révolution. Ton ordinateur, ton smartphone, ta télé sont tous des dérivés de cet appareil. Le concept original est toujours utilisé dans l'informatique théorique, je l'ai moi-même étudié en cours. La machine de Turing avec son ruban, ses algorithmes, au départ, tout ça n'existe pas réellement. Ce ne sont que des simulations de concepts. On est dans les années 30, on imagine que ça fonctionne, mais pour mettre
mettre ça en pratique et en construire une, il faudrait des technologies matérielles pas encore inventées, comme l'électronique. Des avancées qui pourraient nous faire passer du calculateur à l'ordinateur. Jusqu'ici, tout était mécanique. Engrenage, levier, carte à trous, c'est encombrant, fragile et ça s'use rapidement. Il faudrait une alternative qui permettrait de transmettre l'information sans avoir de mouvement physique. Imaginez un interrupteur. S'il est allumé, de l'électricité passe, sinon elle est bloquée. C'est un transistor. Pour traiter des données, on se dit que s'il y a du courant, on a un 1, sinon un 0. C'est du binaire. Avec deux chiffres, on va pas aller très loin. Sauf qu'en les mettant les uns à la suite des autres, on peut représenter nos nombres décimaux, de 0 à 9. Par exemple, si on veut écrire 65, on écrit ça. Maintenant, si tu veux faire apparaître du texte, ton ordinateur représente chaque lettre par un numéro spécial. Pour le A, c'est 65. Bah, ça tombe bien, on l'a vu, ça correspond à ce nombre. Pour faire des mots, t'as simplement en mettre plusieurs à la suite. Pour les opérations, si par exemple tu veux additionner 2 et 3, le 2 devient un 0 en binaire et le 3 devient un 1. Ensuite, ton ordinateur utilise une série de transistors arrangés selon ce schéma pour vérifier les 0 et les 1 des deux nombres et calculer la réponse. Et tu vois le résultat, 5. Plus on en met, plus on peut combiner les opérations sur des grands nombres. Ce sont deux physiciens qui l'inventent en France en 1948, déposent le brevet et raté. Un an plus tôt, 3 chercheurs américains publient leur découverte. Aïe, ils ont eu l'idée en même temps. Quand ça arrive, tous les engrenages disparaissent du monde de l'informatique. On passe au numérique. Certains ont bien essayé de garder ce côté physique, comme ce truc. C'est pas un moulin à poivre, mais la dernière machine à calculer mécanique de poche, la Curta. Pour faire une opération, faut abaisser des leviers dans un certain ordre, tourner une manivelle plusieurs fois, bref, personne n'est convaincu. C'est beaucoup plus simple d'appuyer sur les boutons des modèles numériques. Très vite, les transistors sont partout. Par exemple, dans le premier microprocesseur, l'Intel 4004, on en compte 2300. Et c'est beaucoup, hein. Mais attendez de voir les 114 milliards du processeur M1 Ultra, un monstre de puissance. Et on partait de loin, hein. On a tous vu des images des premiers ordinateurs, des dizaines de mètres carrés pour faire de simples additions. C'était parce qu'avant les transistors, on avait les tubes à vide, même fonction, mais plus encombrant et instable. C'était le cas de l'EDVAC en 1949, presque 8 tonnes, plus de 45 mètres carrés, 90 personnes pour le faire fonctionner en continu. Destiné à la recherche balistique pour l'US Army, il est devenu la base pour l'Univac, le premier ordinateur commercialisé. Comment communiquer avec notre machine? Un ordinateur ne comprend que le binaire, et c'est galère, on aimerait bien discuter avec lui sans avoir à tout traduire en 0 et 1 à chaque fois. On a donc inventé les langages de programmation. Python, Java, C++, c'est moderne, avec des tas de fonctionnalités et l'impression d'utiliser une langue humaine. Mais ça a pas toujours été le cas. Le premier à s'y essayer, c'est un Allemand avec le plan calcul. Mais bon, on est en 1946, autant vous dire que le pays a pas trop le vent en poupe. Officiellement, c'est donc dans les années 50 qu'IBM invente le Fortran. Ça ressemble à ça, et oui, ça fait peur. Ça va durer 10 ans, puis se faire remplacer par le COBOL dans les années 60. Toujours présent dans certaines entreprises aujourd'hui, notamment les banques. Et c'est une horreur, ça c'est un programme qui montre les 10 premiers éléments d'une base de données, ouais, c'est un vrai cliché des hackers. La machine le comprend très bien, mais c'est plus compliqué pour les humains. C'est ça la grande différence avec nos langages modernes. Une chose va tout changer, l'apparition des interfaces graphiques. On passe du terminal digne de Matrix où tu peux faire, oui, du traitement de texte et des calculs, mais qui est pas du tout intuitif, à ça, une belle fenêtre avec des icônes et des boutons cliquables qui t'accueillent en te disant bonjour. Ça paraît basique et pourtant, à l'époque, les PC ont juste assez de mémoire pour stocker des formes simples, chiffres, lettres et quelques symboles. Le stockage est tellement limité qu'on se contente du strict minimum. Quand on commence à ajouter des boutons, des menus déroulants et des icônes, ça change la donne. Et le game changer, c'est l'arrivée de la souris. Le PC devient beaucoup plus interactif. Maintenant, pour éteindre ton PC, plus besoin d'appuyer sur 9 touches pour écrire une commande, simplement de 2 clics. On peut croire que c'est Apple qui l'a créé avec le premier Mac, mais non, c'est AltoOS, 10 ans avant, en 1973, par l'entreprise Xerox. C'est là qu'arrive le P de Personal Computer. Le grand public commence à se dire « Et si j'avais mon propre ordinateur ?» Au même moment, ARPANET, le support de transfert de données militaires des États-Unis, s'élargit en se connectant à d'autres réseaux universitaires. Les Américains commencent alors à parler d'Internet. On est encore loin du web qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'ici, les seules choses qu'on peut faire, c'est envoyer des fichiers ou des mails. Problème, c'est pas ergonomique. Rien que pour les images, si tu veux en voir une, il faut aller chercher le fichier sur le serveur, le télécharger et l'ouvrir depuis ton propre PC. Une vraie galère. Pire, lorsque tu navigues de page en page, si tu veux retourner à la précédente, le seul moyen c'est d'avoir mémorisé l'URL. Jusqu'à l'apparition du premier navigateur grand public, Mosaic, puis Netscape.
C'est cette accessibilité qui a amené le grand public à se rapprocher de la tech. Si l'informatique fait partie de notre quotidien aujourd'hui, c'est grâce aux fondements établis il y a des centaines, voire milliers d'années. Cette histoire est tissée d'esprits visionnaires qui, bien avant notre époque, ont jeté les bases d'une révolution technologique. Maintenant, depuis notre cave, avec notre ordinateur, on peut accéder à Internet et même regarder cette vidéo. La boucle est bouclée. Plus qu'à s'abonner et laisser le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!